Bonjour et bienvenue dans Face à Face. Face à vous et face à moi, Dominique de Buman. Bonjour. Bonjour. Conseiller national, membre de la commission de l'économie et des redevances, ça ne fait pas spécialement rêver mais on en parlera quand même, et vice-président du Parti démocrate chrétien suisse. Un mot d'abord, je vous ai découvert hors antenne, en coulisses, et je vous découvre beaucoup plus déconneur que ce qu'on vous voit habituellement. Et je suis en train de me dire, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une double face Dominique de Buman? Le Dominique de Buman en représentation, dans le costume du politicien, et le Dominique de Buman carrément plus déconneur dans la vie de tous les jours. Oh, je crois pas. On a chacun une nature et on la garde. Mais quand on traite des dossiers ou qu'on a un débat public, eh ben, il faut quand même être sérieux, il faut convaincre. Il ne faut pas mélanger les rôles, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ait des visages différents. Il y a des aspects d'une personnalité, mais c'est essentiel de garder le lien avec l'humour, avec la vie, avec la nature. Et ça permet peut-être d'analyser un peu plus correctement les dossiers. Mais vous faites le switch, vous, parfois, en vous disant, bon, là, il faut que j'entre dans le costume du politicien, il y a la gravité des sujets. Il y a aussi une question de respect de l'auditoire. Et j'étais récemment à l'IDEAP, ici à Lausanne, et il y avait un cours d'administration publique, et il y a de temps en temps des intervenants externes qui viennent pour faire part d'expériences, de témoignages, pour donner des conseils. Enfin, vous savez que c'est un cours qui est assez interactif. Et là, il faut être avec les gens, il faut être en prise, je dirais, sur ce qu'ils attendent de vous. Et il ne faut pas, je dirais peut-être trop s'amuser. Vous pouvez avoir de l'humour dans une chose sérieuse. Je crois que l'essentiel, c'est que ça doit, comme on dit, coller à votre personnalité. On sent très bien si quelqu'un joue un rôle spécial qui n'est pas naturel. Dominique de Buman, on va entrer dans des thématiques d'actualité précises. J'ai une question assez générale. D'abord, le PDC, c'est un parti de valeurs. Ces mêmes valeurs qui ont tendance, en 2012, ces années-là, à se perdre gentiment. Est-ce que le PDC ne s'éloigne pas finalement de l'ère du temps, au fur et à mesure que les valeurs font de moins en moins partie de notre quotidien ? Je ne suis pas sûr que les gens soient moins attachés aux valeurs aujourd'hui que par rapport il y avait un temps. Vous ne les sentez pas plus perméables, ces valeurs? Alors, elles sont vécues différemment. Elles sont certainement moins rattachées à des familles. On sait que, notamment dans des cantons, traditionnellement, chaque famille votait pour tel ou tel parti. Aujourd'hui, l'individu, il zappe, il se sent libre, il fait ses propres choix. Ceci étant dit, quand on voit que certains partis politiques défendent des idées qui peuvent paraître très fortes, très identitaires, ils attirent un certain nombre d'électeurs auprès d'eux. Et je ne serais pas aussi près de vous de dire que les valeurs ont perdu du terrain. Moi, je pense plutôt que lorsqu'un parti politique risque de ne pas mettre suffisamment en œuvre son propre programme, quand il risque de s'écarter d'une certaine ligne pour laquelle il est connu, là, il perd en crédibilité, il perd en électorat. Mais on a besoin de valeurs, les gens ont besoin de références. Regardez ce qui se passe dans l'enseignement ou dans l'animation, dans les sociétés de jeunesse. On a toujours besoin de modèles, on a toujours besoin de gens qui sont charismatiques, qui sont exemplaires et tout. Il y a moins d'a priori, ça c'est vrai, mais je ne crois pas que les valeurs en tant que telles aient perdu de leur cote. Vous êtes sûrement un modèle d'ailleurs, un bon père de famille qui représentait vos valeurs, votre manière de voir le monde, de lire le monde. Quels sont vos modèles à vous? Moi, je n'ai pas des modèles de personne, je dois vous le dire. Il n'y a pas une personne où vous dites, bon, lui, je me retrouve quand même bien dans cette personnalité? Non, en tout cas pas dans le monde politique. D'accord. On a eu bien sûr des grandes personnalités au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale qui ont construit l'Europe dans tout ce qu'elle avait de solide. Il ne faut pas oublier que l'Europe a été mise en place pour assurer la paix et la stabilité à long terme. Donc les objectifs de l'Europe, ils sont extraordinaires. Après, il y a eu des déviations parce qu'on a peut-être trop rapidement misé sur des valeurs économiques fragiles. On a mis en place un euro qui ne correspondait pas à la réalité du pouvoir d'achat. Il y a eu plusieurs erreurs de l'Europe. Peut-être que l'Europe s'est étendue aussi trop vite, trop rapidement, avant qu'on ait pu digérer les États qui étaient venus. Mais de dire que l'Europe, par exemple, serait une erreur en soi, surtout pas. C'est 60 ans de paix. Elle vient de recevoir d'ailleurs le prix Nobel pour cette raison-là. Et il y avait là des personnalités qui étaient très fortes. Je pense des gens comme Adenauer, comme Churchill, étaient des modèles, comme le général de Gaulle. C'est des gens, si on doit résumer, qui avaient un idéalisme, qui avaient un plan de vie, une vision de société, et qui ne se sont pas servis. Alors, on va dire que c'était peut-être plus facile dans les années 45, 50, où il y avait moins de partage du pouvoir.
de faire passer un message, de le mettre en œuvre. Ouais. Les pouvoirs exécutifs étaient plus forts qu'aujourd'hui. Il y avait moins de référendums, il n'y avait pas la presse, il n'y avait pas une sorte de contestation, même électronique, médiatique. Et il y avait une aura autour de ces gens-là. Mais c'était quand même des fortes personnalités. Regardez comment se sont comportés ces trois que j'ai cités. Ils ne se sont jamais servis, mais ils ont servi. Et ça, c'est une réalité. Je suis allé vous voir sur SmartVote. Vous savez, c'est cette représentation graphique de vos opinions. Et là, on découvre que dans un parti centriste, vous avez des valeurs bien à droite quand même, hein, en tout cas graphiquement. Ça correspond à vos idées profondes ou c'est un rendu graphique un peu résumé qui n'a pas de fondement? Il se trouve qu'il y a un rating, un classement des parlementaires qui a été fait hier, qui est sorti... Très d'actualité alors. Ce qui est sorti hier et qui situe quand même notre parti assez au centre. Je dirais plutôt au centre droite, si on doit prendre l'ensemble de l'araignée ou de l'hémisphère politique. En ce qui me concerne, je suis très proche de ce qu'on appellerait de l'extrême centre parce que je suis à moins 1,2 si je ne fais erreur. Donc je suis très très proche du centre. D'accord. Je me sens bien dans mon parti et je crois beaucoup à ce centre. Parce qu'il n'est pas l'addition de la gauche et de la droite divisée par deux. Ça n'est pas le compromis mou. Le centre, c'est une politique qui est mise en œuvre qui essaye toujours de combiner la responsabilité et la solidarité. C'est-à-dire que vous devez laisser la place à l'initiative, vous laissez la place à l'ambition, vous devez créer des richesses. On doit pouvoir aller de l'avant, mais en même temps, on doit savoir que toujours vous vivez dans une société où il y a d'autres, que ces autres ne doivent pas être laissés sur le carreau, et vous n'avez même pas intérêt économiquement à ce que les autres soient sur le carreau, parce que quelqu'un qui n'aurait par exemple pas de pouvoir d'achat, il ne pourrait pas acheter les produits que vous vendez. Donc le centre n'est pas simplement une sorte d'esquive ou une façon de faire plaisir à tout le monde, c'est une réalité qu'il faut vivre. Mais ce qui est vrai, c'est que les opinions modérées, forcément, du centre, vous donnent aussi une position de modérateur, et on vote rarement pour l'arbitre, on est pour une équipe en particulier. Alors oui et non, parce que je ferai une différence peut-être entre un parti et notamment des candidats à des fonctions importantes, des fonctions à responsabilité. Si vous demandez à l'électorat, avec un sondage à la clé qui serait scientifiquement mené, s'il va voter automatiquement démocrate chrétien, il ne vous le dira peut-être pas, parce que c'est une image qui est au départ équilibrée et que souvent, on vote pour des images plus tranchées, où le message est plus rapide. Par contre, quand il y a des élections et qu'il s'agit de mettre en place des hommes et des femmes à qui on fait confiance, à qui on donne cette responsabilité, eh bien, très souvent, ce sont des démocrates chrétiens qui sont élus beaucoup plus nombreux en proportion que le nombre d'électeurs qu'ils ont. Parce que justement, ils sont fiables. Ouais. Parce qu'on sait qu'ils sont capables de faire la synthèse et ils ne vous mènent pas dans l'aventure. Vous avez été conseiller fédéral, Dominique de Buman. Non, non. Sur le site internet du PDC, en tout cas. C'est Ah un bon bug qui a fait parler de lui, Ah on bon le retrouve plusieurs fois. Dominique de Buman, conseiller fédéral. Ça a été effacé, évidemment, changé. Est-ce que ça trahit de vraies ambitions? Alors, écoutez, en 2009, j'ai été candidat à la candidature, parce qu'à l'époque, le parti... Ça, c'est depuis, hein, Voilà. ce bug sur le site internet du PDC. Alors, je le pas savais en 2009, oui, oui. Ah bon, bon Donc 2009, candidat à la candidature. Bon, j'étais candidat à la candidature parce que notre groupe avait plus ou moins la même force en nombre de sièges au Parlement et en électorat populaire que le groupe libéral radical. Et dès le moment où Pascal Couchepin se retirait, nous avons émis une prétention à avoir ce siège parce que mathématiquement, ni les libéraux radicaux ni nous ne pouvions avoir 2 sièges en plein. Et ensemble, nous avions droit à 3 sièges. Et nous avons dit, il y a une alternance qui fait que dans ce centre-droite, on puisse, une fois les uns, une fois les autres, occuper ce 3e siège que l'on n'a pas en plein. Et là, il s'est trouvé, j'avais manifesté mon intérêt, pas seulement parce que la fonction m'intéressait, mais aussi parce que dans mon parti, il y avait ce qu'on appelle une commission de recherche des candidats qui m'avait demandé de manifester mon intérêt. Après, il y a eu une procédure à l'intérieur du groupe parlementaire qui n'avait pas voulu offrir un choix, contrairement à ce qui se passe dans la plupart des élections au Conseil fédéral, parce que c'était une candidature dite de combat. Quand vous contestez un siège qu'a un parti, il faut rassembler autour d'une personne. Et c'est comme ça que c'était le chef de groupe actuel qui avait été notre représentant. Ça vous a frustré? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, c'était un siège latin. Alors, c'était pour moi important que des latins soient candidats et ça avait été reconnu au sein de l'Assemblée fédérale qu'on ne pouvait pas changer ce genre d'équilibre. Mais vous n'êtes jamais frustré d'une non-désignation.
parce qu'à ce stade-là, c'est le destin qui décide si vous y êtes ou si vous n'y êtes pas. Il faut être là au bon moment, du bon parti, du bon canton. Et puis il peut y avoir plusieurs personnes sur le parcours, donc je crois pas. Bon, moi, mis à part toutes ces variables, vous, Dominique de Buman, aucune... conseiller fédéral, aucune velléité, une envie vraiment, vous pourriez le considérer comme l'aboutissement de votre carrière politique? Non, j'ai manifesté en 2009 l'intérêt pour la fonction parce que j'étais 19 ans à l'exécutif de la ville de Fribourg et j'ai été syndic pratiquement 11 ans. Donc les fonctions exécutives m'intéressent pas par goût du pouvoir, mais parce que j'aime assumer, j'aime faire la synthèse et j'aime aussi le contact avec les gens. Et quand on prend des décisions, ça vous pousse à une certaine efficacité, à une certaine honnêteté sur la durée. Après, on se fait aussi à des fonctions parlementaires où il y a le débat d'idées, le débat de philosophie qui m'intéresse tout autant. J'ai été aussi député au Grand Conseil dans mon canton, j'ai été président du Grand Conseil et puis maintenant je me retrouve parlementaire fédéral. Mais je crois que si on a un goût pour l'exécutif, on serait de très mauvaise foi de dire qu'on n'est pas intéressé à un tel poste si un jour il devait se libérer. Il y a peu de chances que ça se produise, mais je crois qu'il y a une disponibilité à avoir, une sérénité. Il y a un moment donné où on devrait pratiquement ne pas sentir que vous pourriez dire oui. C'est cette sorte de stabilité ou de calme d'un homme d'État qui doit inspirer confiance. Je crois que si vous avez de la gesticulation et de l'agitation autour d'une telle candidature, il y a un moment donné où l'électorat, qu'il s'agisse d'un parlement, puisqu'ici c'est une élection indirecte, ou d'un électorat populaire, il voit de l'opportunisme. Mais regardez ce qui s'est passé avec le président Sarkozy. On le sentait tellement agité et tellement, je dirais, orienté dans 36 000 actions, qu'il y a eu une sorte de passez-moi l'expression, il a fait peur. Il a fait peur, et les gens ont dit, mais on veut quelqu'un de plus tranquille, de plus normal. Mitterrand avait pris comme slogan « la force tranquille ». Hollande a dit « on veut un président normal ». Alors, je ne juge pas de la qualité de François Hollande ou de François Mitterrand, mais ce que je constate, c'est que le Français veut à la tête de l'État un chef d'État posé. Un chef calme, posé, qui est une sorte de valeur de recours. Et finalement, nos conseillers fédéraux, on demande que ce soit des chefs de département. C'est vrai qu'il y a une petite différence avec d'autres systèmes de gouvernement. Ce n'est pas seulement un membre du collège, c'est aussi un chef de département, mais il doit être crédible. Et on a au Conseil fédéral, je pense, plusieurs personnalités qui répondent à ces critères. La sérénité, voilà un mot qui vous convient spécialement bien. Je cherchais des sujets qui vous énervent, j'en ai trouvé un quand même. La fiscalité, les questions financières, ça a quand même le don de vous faire monter les tours parfois. Hein. Oui, parce que la fiscalité, c'est un domaine que j'aime bien et c'est un domaine qui est dans les attributions de la Commission de l'économie et des redevances. Mais ce que je n'aime pas, c'est le populisme qui vise à vouloir automatiquement baisser les impôts sans jamais calculer les incidences de ces baisses d'impôts. Alors, il faut baisser les impôts quand on peut. Il est vrai qu'une fiscalité qui est la plus légère possible permet à l'initiative d'investir, permet aux gens de consommer, et donc économiquement, c'est plutôt une bonne chose. Mais l'État, au sens large du terme, doit quand même fonctionner avec ses routes, ses hôpitaux, ses écoles, ses prestations de services publics, et vous pouvez, à un moment donné, arriver à un stade où, paradoxalement, il manque de ces sommes qui permettent à la République, à l'État, d'être fiable, d'être sûr. Qu'est-ce qu'on ferait en Suisse si on n'avait pas la qualité de nos hôpitaux, de notre enseignement, etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand je vois que les gens s'ingénient à toujours vouloir baisser les impôts, à toujours vouloir priver la collectivité publique de sa fonction de redistribution, là, je dis stop, attention. Et on l'a fait pas plus tard que la semaine passée, encore hier en commission de l'économie, où on a demandé des projections, des chiffres plus ou moins précis pour savoir où on va avant de prendre d'autres décisions. Est-ce que finalement, ce qui ne vous énerve pas, c'est la générosité, enfin, le manque de générosité? Parfois, on n'est peut-être pas là-dedans aussi, de se dire, parce que là contre, on peut difficilement se battre. Si la personne ne veut pas donner, elle trouvera un moyen de ne pas donner. Non, moi je dirais, il y a la générosité privée des gens, et cette générosité, elle est possible quand même si ces gens ont à manger, ont un train de vie normal et peuvent entretenir, soigner leur famille. Je pense qu'on ne peut pas quand même demander à des gens qui n'ont pas le strict minimum d'être généreux, quoiqu'on est très étonné dans la vie de voir que des pauvres ont souvent encore des comportements tout autant magnanimes. Oui, c'est ça que j'allais dire. Ceux qui ne sont peu généreux, c'est rarement ceux qui manquent.
Exactement. C'est ce que je dis. Et d'ailleurs, on ne s'appauvrit jamais de ce qu'on donne. C'est une règle absolue de la vie. C'est une valeur, en tout cas. C'est même économiquement pratiquement prouvé. Beaucoup de gens vous diront qu'ils ont donné, et comme par hasard, ils ont eu de la chance. Peut-être qu'ils ont hérité de quelque chose, ils ont gagné une loterie, quelqu'un leur a fait un cadeau, ou bien ils ont eu un poste où ils pouvaient bien gagner leur vie. Je ne crois pas qu'on s'appauvrit, qu'on se diminue en étant généreux. Par contre, je ferai alors une distinction avec la fiscalité, puisqu'on parlait de ça, c'est la fiscalité de l'État, et là on doit quand même être parcimonieux dans l'utilisation des deniers publics. Ce n'est pas notre argent privé, c'est l'argent de tous. Alors la gestion rigoureuse, oui, c'est rare qu'on ne sache pas que faire de l'argent et des impôts, mais je dis quand même qu'il y a un certain nombre de prestations à assurer, de moyens à mettre en œuvre qu'un individu ne peut pas faire, et c'est l'intérêt de l'État d'assurer aussi cette sécurité publique. La sécurité publique, ce n'est pas seulement ne pas être agressé dans la rue ou avoir des policiers à chaque carrefour, c'est aussi avoir des routes éclairées, être soigné. Oui, et d'avoir une société où les gens se sentent relativement heureux, heureux de vivre, et donc ils n'ont pas envie d'agresser les autres. Quand vous êtes dans une situation de désemparement, de désespoir poussé à l'extrême, il y a de l'agression, il y a des rackets, il y a des vols. Et vous devez payer des policiers pour protéger pratiquement des personnes qui seraient en situation de trop grand confort, appelons ça comme ça. La Suisse, elle est sûre. Pourquoi ? Aussi parce qu'il y a quand même une certaine justice sociale dans notre pays par rapport à d'autres pays où manifestement il y a de la corruption et une domination d'une classe par l'autre. Et on pourrait aller dans votre sens en constatant que ceux qui ne bénéficient pas de cette justice sociale sont justement les fauteurs de troubles que l'on désigne souvent. Ça ne justifie pas la violence, parce que dans la violence, il y a différentes causes. Il peut y avoir un manque d'éducation, il peut y avoir des gens qui, génétiquement, sont enclins à être violents ou peut-être à faire de mauvaises actions. Génétiquement ? Je pense, oui, il y a des gens, je crois qu'on peut s'en rendre compte après certaines analyses, on fait ces recherches d'ADN et tout, c'est quand même pas tout à fait innocent. Mais il y a l'éducation. On peut avoir ce que j'appellerais des impulsions. En fait, il y a des gens qui ont de la peine de se retenir de voler. Vous avez il y a des gens qui ont de la peine de se retenir de mentir. Donc on a tous nos travers, on en a tous. Et le but de l'éducation familiale et le but de l'instruction publique, c'est évidemment de former la personne à être aussi compatible avec la société de manière que elle ne soit pas toujours victimisée pour ses mauvais comportements. On assume sa propre part et après on vit heureux. Et quand on vit heureux, il y a moins d'agression. Alors, mais il n'y a pas que l'éducation, ce que je voulais dire, ou l'instruction. Il y a aussi quand même un certain train de vie. Et si les gens n'ont manifestement pas à manger parce qu'ils ont l'impression qu'il y a vraiment une injustice totale, ce qui est le cas de beaucoup de pays du monde, ils voleront pour survivre. Ils voleront et ils seront violents pour survivre. Alors, je pense que c'est aussi un des intérêts de l'équilibre de la société. Je suis persuadé que même les gens aisés ont intérêt à ce que tout le monde puisse bien vivre. Ce n'est pas pour rien que tout le monde veut venir en Suisse. Dominique de Buman, on vous entend aussi récemment sur cette histoire de don d'organes implicite. Est-ce qu'il ne faudrait pas inverser la tendance et justement dire on donne ces organes par défaut, à moins qu'on porte une petite carte qui interdise le don? Ça, vous êtes clairement contre? Alors, je ne suis pas contre le don d'organes, au contraire, je connais des implicite. gens... Non, implicite, c'est-à-dire où la présomption d'acceptation existe. Moi, je suis contre. Oui. Pour une raison que... Il y a des raisons philosophiques ou religieuses, personnelles, qui sont inhérentes. Vous avez des gens qui estiment, dans leur vision de la vie, que le corps et l'âme ne font qu'un, ou en tout cas sont étroitement mêlés. Et donc... C'est votre cas, à vous? Oui, l'âme, à un moment donné, s'extraira du corps, puisque le corps va disparaître. Mais je sais que l'âme va survivre, oui, c'est ma conviction très profonde. Mais sur cette relation entre l'âme et le corps? Non, j'en fais pas une affaire personnelle. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une conviction, il y a une appréciation individuelle sur sa relation à son corps, à son âme. Et je trouve que de présumer qu'on puisse prélever des organes, disons, me choque. Ou alors, si on devait arriver vers cette présomption, il faudrait vraiment que chaque individu soit dûment informé qu'il a le droit d'inverser cette présomption, c'est-à-dire de faire une déclaration selon laquelle il ne veut pas. Bon, ça c'est faisable administrativement, c'est pas spécialement compliqué. Bon, vous avez peut-être des gens qui peuvent oublier, ou alors il faudrait mettre en place un système vraiment fiable
genre contrôle des habitants, où il faudrait vraiment être très fier. Parce que, regardez ce qui se passe dans un autre ordre d'idée. Regardez ce qui se passe en Chine actuellement, où il y a un scandale qui est un des pires depuis la Deuxième Guerre mondiale et qui commence seulement à émerger. C'est ces gens qu'on a emprisonnés et qu'on tue sur une table d'opération en leur prélevant des organes. Alors, je ne veux pas mélanger le problème de la Chine. C'est radicalement différent. Bien sûr, ce que je veux dire par là, c'est que le prélèvement d'organes est une chose qui est vraiment très liée quand même à la vie. Et il y a des gens peut-être qui croient qu'ils vont encore souffrir après leur mort. Je veux dire, est-ce que vous pouvez présumer que vous allez faire un prélèvement sur ces gens ? Moi, je demande que la liberté personnelle soit quand même prioritaire dans cet examen. Alors, tout le monde ne partage pas mon avis. Donner plus pour recevoir plus, ça pourrait être dans cette idée aussi, oui, non ? mais librement. Ouais. Donner, c'est pas être imposé. C'est justement la différence. Ouais. On donne volontairement. On est imposé parce qu'il y a une règle, comme par exemple fiscalement. Alors, encore une fois, je suis pour qu'on favorise ça, qu'on rende attentifs les gens au manque d'organes, parce qu'on sait qu'il y a des malades qui sont en attente d'une greffe pendant 2 à 3 ans dans certains cas. Quelque chose à faire, il y a. Je demande simplement que l'aspect liberté, intimité de la personne soit quand même pris en considération. On n'est pas des numéros. Et juste après, je tombe sur cette photo et je me dis, vos organes, ils vont comment, Dominique de Pumant ? Est-ce que vous pourriez donner vos organes sans problème ? Bon, là, c'était une affaire politique. Vous défendiez évidemment la brasserie Cardinal dans le canton de Fribourg. Vos organes, vous en consommez beaucoup de la Cardinal ? Alors, écoutez, je me suis battu, c'est vrai, c'était en 1996, 97 et 98. Il y a eu différentes phases de sauvetage de cette brasserie qui est restée en fonction 15 ans de plus que prévu. Et je crois que ça a été un succès humain, d'abord, parce qu'on a sauvé des emplois, on a sauvé des familles, on a sauvé une certaine culture de société. La plupart de ces employés reflétaient très fidèlement la société fribourgeoise. Et puis, il y a eu l'aspect économique, parce que cette entreprise était florissante. Alors maintenant, il y a eu une deuxième décision récemment de fermer l'entreprise dans un contexte qui était très différent. Parce que la plupart des services de l'entreprise n'étaient plus là. Il n'y avait plus la logistique, il n'y avait plus le service des camions, il n'y avait plus le secrétariat. Il y avait surtout l'image, en fait. Il y avait encore environ 80 employés de la production, mais il n'y avait plus ce qu'on pourrait appeler tous les attributs d'une entreprise autonome. La plupart des décisions se prenaient déjà à Rheinfelden. Et là, il y a eu un recul constant de la consommation de la bière qui a nécessité non seulement cette fermeture, mais de donner une priorité à Kronenbourg, qui se brassait, comme vous le savez, en France. Enfin, il y avait des jeux et des enjeux. Moi, je n'étais plus du tout dans ce dossier-là, puisque je n'étais plus syndic au moment où il y a eu cette fermeture. Ce que je dirais quand même, c'est qu'il y a eu quand même peut-être un tout petit peu de légèreté de la part des autorités de la ville et du canton entre 2004 et 2010. Parce que l'accord qu'on avait conclu, qui était unique pratiquement dans l'histoire, prévoyait le maintien de la brasserie jusqu'en 2004. Il y avait un accord écrit. Et après, ça a été dit, fin 2004, début 2005, de la part de la brasserie, à bien plaire, nous laissons ouvert. Mais on avait consenti des investissements, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y avait des règles du jeu, il y avait un marché qui s'est fait. On a aussi facilité le maintien d'exploitation de la brasserie. Et entre 2004 et 2010, il n'y a pas eu de suivi. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas eu de suivi. Personne ne s'est enquis auprès du siège de l'entreprise à Rheinfelden de savoir qu'est-ce qui va arriver de l'avenir, est-ce qu'on peut anticiper. Et à ma connaissance, ça ne s'est pas fait. Moi, j'ai eu la possibilité de vendre un terrain, pas pour moi, j'étais un intermédiaire de quelqu'un qui possédait le terrain en face. Et j'ai signalé à la direction de Rheinfelden, avec qui j'étais quand même resté en bon contact, j'ai dit, écoutez, il y a un terrain qui est libre. Et vous pourriez refaire une brasserie plus petite, plus rationnelle, correspondant à un principe Minergie, correspondant à des méthodes d'exploitation plus rationnelles, avec moins d'espace perdu, etc. Alors, vous faites une affaire parce que vous la redimensionnez, et puis dès qu'elle est prête, vous débranchez l'autre, et vous pouvez utiliser le terrain. Et là, Feldschlösschen n'a pas voulu. C'était en 2007.
Donc là, j'avais eu un contact et mené une action à titre personnel, j'étais déjà parlementaire fédéral, en me disant bien qu'il y avait quand même un risque qui planerait un jour sur cette entreprise. Ce qui fait que quand il y a eu l'annonce de la fermeture vous n'étiez pas totalement surpris? J'étais pas totalement surpris, mais pas totalement content non plus de ce qu'il n'y ait pas eu une anticipation. Vous disiez baisse de la consommation de la bière, vous y êtes pour quelque chose? Bon, moi j'en consomme moins, mais ça c'est oui? pour dire. Oui, j'en consomme un petit peu moins. Comme Mais c'est ça. Non, mais comme j'essaie aussi de boire moins d'alcool en Vous général. ruinez notre économie. Non, parce que quand on sait le bénéfice qu'il y a sur les eaux minérales, je pense que j'encourage tout autant l'économie en buvant de l'eau. Non, mais vous savez qu'il y a aussi eu l'introduction du 0,5 pour 1000, notamment pour les conducteurs à partir du 1er janvier 2005. Et vous êtes venu en train? Je suis venu en train aujourd'hui, oui, parce que pour le travail, j'emploie le train, et pour des raisons aussi de pouvoir se concentrer, de pouvoir être détendu, de pouvoir travailler. Enfin, le train est un instrument exceptionnel aujourd'hui, que j'aime beaucoup. J'aime d'ailleurs tous les moyens de transport, d'une manière générale. Mais à chaque occupation, son mode de transport. D'accord. Je dirais, le travail, c'est le train, le loisir, c'est la voiture. Pour vous, en tout cas. C'est plutôt la moto. La moto, Ouais. d'accord. Ok, très bien. Et dernière j'aime question. aussi l'avion, le bateau. Je veux dire, les moyens de transport sont aujourd'hui fascinants parce qu'ils ont permis à l'être humain, par cette mobilité acquise, de faire beaucoup plus de choses, de voir beaucoup plus d'autres humains, de découvrir des cultures. La mobilité est une des conquêtes du XXe siècle, énorme. Une question de musique pour terminer, Dominique de Buman. À Fribourg, vous êtes plutôt salle CO2 de Bulle avec la chanson française ou plutôt métal au frisson de Fribourg? Je vais vous répondre en bon politicien. Oui. Moi, je pense que toutes les formes de culture sont Oui, mais sont ça, je bonnes. m'en fiche. Non, Vous, non, moi, je dirais plutôt au CO2. J'irais plutôt au CO2 par Musique goût française. personnel. Plutôt, oui, on a aussi un festival à Bulle qui est connu, qui est les Francomania. Évidemment. Bien sûr, qui fait parler de lui très loin, de la même manière que Paléo pour d'autres musiques fait parler de Pugnon. Ouais. Et heureusement qu'on a dans notre terre des cultures très différentes. Frisson, en parenthèse, est connu bien au-delà de Fribourg aussi. J'ai été à Frisson, j'y ai pas été très souvent. pas pour écouter du métal. Non, mais ça ne me dérange pas. Moi, j'aime toutes les sortes de musique. Ça peut être une musique klezmer des Juifs, ça peut être une musique de country, ça peut être du reggae, ça peut être... Lady Gaga, vous ça peut écoutez? Écoutez, moi, tout ce qui m'évoque un rythme, tout ce qui m'évoque la joie de vivre, Vous satisfait? j'aime du Bach, j'aime les chants de l'abbé Beauvais qui sont connus dans notre pays de Fribourg. Et je crois qu'il n'y a pas une seule musique. C'est toujours l'expression de l'âme, c'est toujours l'expression de l'humain. Et puis après, il y a des moments où on aime plus telle ou telle musique. Je crois on peut avoir un spectre de musique. On entend des fois à la radio le matin sur certaines ondes. Les différentes musiques Les appréciées différentes des musiques personnalités. appréciées telle ou telle personnalité. Je trouve Ouais. que c'est très intéressant de voir les critères. On remonte quand même toujours à son adolescence et aux musiques qui ont marqué. Moi, ça me frappe. Et puis après, on adapte un peu ses goûts au fur et à mesure de la vie. Mais l'adolescence, elle marque pratiquement toute personne dans son choix musical. Et alors, le titre que vous écoutiez à l'adolescence? Oh, il y en avait plusieurs. C'était la musique que vous entendez régulièrement sur Nostalgie, c'était la chanson française. D'accord. C'était la Michel variété. Berger? Oui, et tous les autres, enfin, Ouais. tous les chansonniers français. Claude François un peu? Oui, il y avait Ouais. Claude François, il y avait Brel, il y avait Brassens, Bécaud, Béard, tous les B qui étaient connus, mais vous aviez Barbara, il y en avait beaucoup d'autres, enfin, il y avait Edith Piaf qui était un petit peu plus ancienne que moi, mais enfin... Gainsbourg un peu? Bah oui, Gainsbourg. Vous écoutiez Gainsbourg, vous? Ah oui, D'accord. mais tout. Ouais. Non, mais la chanson française, parce qu'il y avait du rythme, il y avait de la personnalité, c'était pas que commercial, et puis il y avait quand même toujours un texte qu'on pouvait prendre après au deuxième degré. Et cette chanson française, à mon avis, n'a pas retrouvé cet âge d'or qui était le sien. Enfin, ça avait commencé après la guerre, il y avait ce qu'on appelait l'âge d'or de Saint-Germain-des-Prés, à Paris. Après, il y a aussi eu tous les animateurs de Montmartre, c'était connu. Ouais. Et puis, combien de ces chansonniers ont commencé dans des petits caveaux et puis ensuite sont devenus des stars parce qu'ils ont été repérés par Bruno Cocatrix, ils ont accédé à l'Olympia. Et puis il y a eu tout un cursus de la chanson française depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pratiquement sur une génération entière. Et ça,
ce que j'appellerais cet âge d'or, je crois quand même qu'on doit dire qu'on ne l'a pas aujourd'hui. Dans nos caves se prépare peut-être l'âge d'or de dans 10 ans. Il faut aller dans les caves. Ah ben il faut l'espérer. Ouais. Il ne faut surtout pas regarder trop dans le rétroviseur ou croire qu'il y a des choses. Il y a des périodes qui sont plus vouées à la musique, d'autres qui sont peut-être plus vouées à la peinture. Il y a toujours une créativité qui est énorme. Actuellement, ce qui se passe, c'est notamment en matière informatique, dans les nouvelles technologies de l'information. Si vous prenez des écoles comme l'ECAL, ici à Lausanne, ou bien toutes les écoles d'art graphique, toutes les écoles de communication, il y a des choses, des concepts merveilleux qui se mettent en place. L'être humain n'est pas moins bon aujourd'hui qu'il l'était dans le passé. Ça, c'est une vision un petit peu trop... Ce serait une vision trop nombrilique. Et c'est une belle manière de terminer cette interview. Merci beaucoup, Dominique. Merci à vous. Deburin.